Je ne vais pas faire une introduction très longue, donc je vais directement laisser la parole à Gilles Ramstein pour se présenter. Juste la présentation d'aujourd'hui, elle est en deux parties. Donc la deuxième partie, il y a Sylvestre Huec qui est là et qui prendra la parole une deuxième partie, et on fera les discussions après les deux présentations. Donc voilà, je laisse la parole à Gilles pour commencer quand il est prêt. Je suis prêt, donc je vous remercie de m'avoir invité. Donc, c'est un séminaire effectivement à deux voix. On nous a demandé de nous présenter en 20 secondes, Sylvestre et moi. Donc, je vais me présenter en 20 secondes. Moi, je suis chercheur permanent, j'ai cette chance, au laboratoire du sciences du climat et de l'environnement sur le plateau, juste en face de Soleil. Non, je le ferai quand je vais Ah, démarrer d'accord, ok. Donc, je vais embrayer tout de suite. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est un séminaire à deux voix. Et donc, moi, dans ma première partie, qui va durer à peu près 20 minutes, je vais vous camper un peu, comme on est à la Société française de physique, je vais parler un peu de physique et un peu d'histoire des sciences. Donc, le deuxième slide, ça vous montre un peu le plan. Voilà. Je vais vous parler dans un premier temps. euh, Beaucoup de gens, pour les gens de la salle, je m'excuse de répéter, beaucoup de gens connaissent Svante Arrhenius, qui est un très très bon physicien, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, et qui, dès 1896, était capable de dire qu'un doublement de CO2, ouais, mais là, il faut que vous arrêtiez de parler en même temps que moi, sinon ça ne va pas être possible. Hein. Donc, qui disait qu'avec un doublement de CO2, on pouvait arriver à une augmentation des températures globales de la planète de 5 degrés. Je vais revenir là-dessus, comme on a la Société française de physique, et je vais expliquer quelles étaient les forces et les faiblesses du point de vue de l'histoire des sciences de cette prédiction. Et puis ensuite, je vous parlerai de comment, en fait, l'Anthropocène, qui est le changement climatique dans lequel on est, se situe par rapport à l'histoire de la Terre, très rapidement. Et enfin, à la fin de l'exposé, la dernière partie, je reviendrai sur les principaux rapports du premier groupe, le groupe qui fait la physique du climat, du GIEC et de l'Assessment Report numéro 6 qui est sorti cette année. Voilà, c'est ça le contenu en gros de l'exposé qui va durer à peu près 20 minutes. Donc la slide suivante, ça vous montre Fourier. Donc Fourier, c'est tout à fait associé à cette histoire, c'est un précurseur, et c'est Fourier qui comprend pas mal de choses. Fourier, il comprend à partir de bilans radiatifs, lui, il s'intéresse au transport de chaleur. Il comprend essentiellement ceci, il comprend qu'à l'époque, ce n'était pas évident entre l'intérêt de la Terre et le Soleil, qu'est-ce qui drivait le système. Fourier, il comprend que ce qui drive le système, c'est vraiment le Soleil, et que c'est exclusivement le Soleil, et que la géothermie n'y est pour quasiment rien. Il arrive même à faire des calculs et des ordres de grandeur de calcul de la température à la surface du globe. Ce que ne peut pas savoir Fourier au XVIIIe siècle, déjà, c'est qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à rendre compte, c'est la distribution des températures équateur-pôle, parce qu'il n'a pas de connaissances suffisamment en dynamique de l'océan et de l'atmosphère. Et puis, il y a une partie de l'histoire qui lui échappe, c'est l'infrarouge. Donc voilà, Fourier, c'est ça l'état des sciences. On passe à la diapo suivante. Et là, tout le monde connaît Fourier. Certains d'entre vous connaissent certainement Tyndall, peut-être quelques-uns l'anglais, mais Claude Pouillet, Claude Pouillet. Et pourtant, Claude Pouillet, c'est la personne qui va trouver un instrument qui est le pyriomètre, qui va mesurer en fait à différents lieux, à différents temps, à différentes altitudes, le rayonnement solaire. Et il va quand même comme ça être capable de quantifier le flux d'énergie dans la colonne atmosphérique. Et Claude Pouillet, il va être capable de calculer ce qu'on appelle, pour moi, pour un paléoclimatologue, c'est juste pas possible, mais ce qu'on appelle la constante solaire. La constante solaire, ça n'existe pas, c'est juste la constante solaire sur quelques années. Le Soleil, c'est un réacteur nucléaire. Sa constante solaire, elle augmente de 7% par milliard d'années. Voilà. Mais la constante solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui arrive du Soleil au sommet de l'atmosphère, eh bien, Claude Pouillet, il est capable de la mesurer et il trouve 1228 watts par mètre carré avec son appareil, alors que la vraie valeur, c'est 1367. Et je parlerai de l'anglais tout à l'heure, et vous allez voir que c'est quand même une prédiction extraordinaire. Donc Pouillet apporte beaucoup à la compréhension, mais toujours dans le visible. Il apporte beaucoup à la compréhension du flux dans la colonne d'air. Il apporte beaucoup à la détermination de la constante solaire. Voilà, on va passer maintenant à deux autres personnages qui vont, eux, dévoiler un peu la partie infrarouge. Ces deux personnages, c'est Samuel Langley, qui est un Américain, et John Tyndall. Et c'est eux qui vont développer les concepts qui vont permettre d'avoir une vision complète de ce que c'est que le bilan d'énergie, à la fois dans le spectre infrarouge et visible. Donc, Samuel Langley, il fait une expédition assez colossale. Il va sur le mont Whitney à 4400 mètres pour mesurer la constante solaire. C'est pour ça que c'est dur pour Claude Pouillet, parce que Langley, il mesure 2200 watts par mètre carré, il se gourre complètement. Mais il y a beaucoup de publicité autour de ça, parce que c'est phénoménal d'aller sur le mont Whitney et tout ça. Bon, en tout cas,
Isgour. Et Langlais, c'est quand même la personne qui fait les premières mesures infrarouges. Et Tyndall, il est plutôt connu pour les concepts. Et la diapo suivante, ça vous montre un peu, c'est juste illustratif, hein, c'est juste illustratif, c'est pour montrer que voilà, après Langlais et Tyndall, on comprend mieux ce que c'est qu'un spectre, on comprend mieux comment ça rayonne un corps, et là vous avez à la fois la lumière visible et l'émission d'un corps porté à 100 degrés. Donc on commence à voir, après Langlais et Tyndall, une vision assez complète de ce que c'est que le bilan d'énergie et le transport. La diapo suivante, elle vous montre donc finalement Arrhenius. Alors Arrhenius, il arrive dans ce contexte-là. Alors, du point de vue physique, il arrive avec les connaissances et il s'appuie sur les mesures de Langlais. Il se trouve qu'elles n'étaient pas complètement correctes, donc il va faire des erreurs. Mais surtout, c'est ce qui est vraiment intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, c'est qu'en 1896, on se fout totalement, on ne sait même pas ce que c'est que l'Anthropocène. En 1896, les scientifiques, le hotspot de ce moment-là, c'est pas ça. Le hotspot de ce moment-là, c'est Agassiz, c'est pourquoi il y a des moraines et ces histoires de comment sont arrivés les cycles glaciaires, interglaciaires. C'est à ça que d'abord s'intéresse Arrhenius. Et Arrhenius, il explique en fait ce qu'on ne saura que bien plus tard, que les interglaciaires glaciaires sont associés à des variations du CO2 et que c'est le pouvoir de greenhouse effect du CO2 qui, d'après Arrhenius, peut expliquer une partie des températures froides du glaciaire. Et c'est un dommage en fait collatéral de ça, qui est que Arrhenius dit en plus, avec ce qu'on est en train de faire, on est en 1896, au début du XXe siècle, avec ce qu'on est en train de faire, on va modifier le contenu atmosphérique de notre atmosphère, on va mettre du CO2, et en faisant ça, ce sera génial. Parce que pour Arrhenius, qui est suédois en 1896, lui, il imagine en fait que l'Anthropocène, ça va avoir lieu dans 5000 ans, c'est ce qu'il pense, dans des milliers d'années. Il pense que ce sera génial, dans des milliers d'années, il fera moins froid en Suède. Donc il est très enthousiaste. Et il fait cette fameuse prédiction que tout le monde aujourd'hui connaît, des 5 degrés pour un doublement de CO2. Bon là, la diapo suivante, c'est un peu de physique quand même, c'est pour vous montrer à quel point il était faux. Donc ce que vous voyez là, c'est un des diagrammes, et si ça vous intéresse cette question, je vous conseille vraiment de lire l'HDR de Jean-Louis Dufresne, qui explique extrêmement bien tout ce que je viens de raconter. Et donc dans l'HDR de Jean-Louis Dufresne, vous voyez à quel point Arrhenius, avec les connaissances qu'il avait à l'époque, avait faux, quoi. Et j'ai pris juste une diapo qui vous montre l'absorption dans un milieu humide, donc en fonction de l'H2O, pour différentes valeurs du CO2. Et ce que vous voyez en trait léger, c'est les prédictions d'Arrhenius, et en trait plus épais, dans les mêmes conditions, c'est ce que donne un code radiatif aujourd'hui. Donc voilà, Arrhenius, il avait bon sur l'ordre de grandeur, il avait faux sur pourquoi on arrive à ce résultat, et il avait aussi faux sur le déploiement spatial. Alors la diapo suivante, elle vous montre un truc, la seule chose que vous avez à retenir de tout ce que je dis, c'est la fulgurance du changement climatique. La fulgurance. Ce qui est important ici, ce n'est pas à quel niveau de CO2 on est, c'est la vitesse à laquelle on change. Donc ce que vous voyez là, c'est sur 1000 ou 10 000 ans, les variations de température qui sont associées au CO2. Et vous voyez que sur 1000 ans, il y a des toutes petites fluctuations qu'on appelle l'optimum climatique, c'est-à-dire à peu près au niveau du Moyen-Âge, et puis le petit âge glaciaire. Ça, au niveau global, c'est des fluctuations de l'ordre de 0,2 degrés. Bon, aujourd'hui, on a déjà une augmentation de la température planétaire depuis 1850 qui est de l'ordre de 1,2 degrés. Et sur 10 000 ans, vous voyez la stabilité remarquable du climat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, vous et moi. C'est parce que dans un climat comme l'Holocène, qui est l'année interglaciaire, eh ben, c'est stable. Et comme c'est stable, eh ben, on se sédentarise. Et comme on se sédentarise, on fait de l'agriculture, et voilà, on fait des villes, et on est là, vous et moi, parce que l'interglaciaire est plus chaud, mais surtout parce qu'il est plus stable. Et donc, vous voyez que c'est encéphalogramme plat. Et tout à coup, vous voyez cette température ou ce CO2 qui part en flèche, et c'est ce qu'on appelle la hockey-stick, c'est-à-dire cette forme de canne de golf, où tout à coup, on part vraiment vers le haut, dans un contexte d'extrêmement grande stabilité. Alors, la diapo suivante, elle vous montre, on prend encore plus de champs. Cette fois-ci, on se met sur ni 10 000, ni 1000, mais sur 800 000 ans. Alors, pourquoi 800 000 ans? C'est parce que c'est l'horizon temporel où on a des bulles de glace dans les forages de Vostok et on peut connaître très précisément le CO2. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le climat, depuis 800 000 ans, il passe de glaciaire à interglaciaire. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, ce n'est pas l'objet. Le seul truc que vous devez retenir, c'est que depuis des millions d'années, le CO2, il évolue entre 180 parties par million en glaciaire, comme l'avait prévu un peu Arrhenius,
et 280 parties par million en interglaciaire. Et entre ces deux valeurs-là, c'est une petite fenêtre. Et nous, aujourd'hui, on est déjà à 400 ppm. Donc voilà, on est donc complètement sorti de la fenêtre étroite dans laquelle on évoluait depuis des millions d'années. Donc la diapo suivante, c'est une diapo de, si je ne me trompe pas, de James Ray, d'un papier EPSL. Et là, ce que vous voyez, et c'est ça la fulgurance, vous voyez la variation du CO2, il faut être bien concentré pour donner des séminaires, voilà, il y a plein de bols partout. Donc vous voyez à quel point la fulgurance du changement, c'est-à-dire que vous voyez les températures et le CO2 il y a 70 millions d'années, et vous voyez qu'en fait, en 150 ans, 250 ans, depuis la révolution industrielle, on va passer de valeurs de 200, 300 ppm à des valeurs de 900, 1000 ppm, valeurs qui existaient il y a des dizaines de millions d'années. Et donc, on est en train de sortir complètement de du quaternaire, c'est-à-dire des 2-3 derniers millions d'années, et on est complètement dans une situation relativement inédite. Alors, pourquoi relativement inédite? La diapo suivante, elle consiste à répondre à la question suivante. Bon, bah, d'accord, on est à 400 ppm, Gilles, très bien, mais la Terre, est-ce qu'elle a été souvent à des valeurs de haut niveau de CO2? Ben oui, la Terre, la plupart, moi je suis un spécialiste de ça, la plupart du temps sur Terre, il n'y a pas de calotte de glace, le taux de CO2 est beaucoup plus élevé. Donc, ce qui fait la spécificité de l'opération qu'on est en train de mener à l'échelle globale, c'est-à-dire l'anthropocène, c'est la fulgurance. Ce n'est pas tellement le niveau de CO2. Si on se dit, bah, quand est-ce qu'on a eu un CO2 de 400 ppm, ce qu'on a aujourd'hui, il faut juste remonter 3 millions d'années en arrière. Et là, vous regardez 3 millions d'années en arrière, c'est cette diapo, c'est la paléogéographie, c'est la bathymétrie, et la topographie. Bon, bah, 3 millions d'années en arrière, la tectonique, c'est à peu près la même qu'aujourd'hui, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Le seul gros changement que vous voyez avec vos yeux, c'est qu'il n'y a pas de Groenland et il n'y a pas d'Antarctique de l'Ouest. Et donc, la grosse différence, c'est que le niveau marin, il y a 3 millions d'années, avec 400 ppm, il était 10 à 15 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous attendrait si on se bloquait à 400 ppm pendant des centaines d'années. Très bien. Mais maintenant, on va vers 900, 1000 ppm à la fin du siècle, très vraisemblablement. Donc là, il faut encore remonter encore plus loin, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, pour retoucher les valeurs de CO2 de 800, 900 ppm. Et là, c'est ce qu'on appelle l'optimum climatique Miocène. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est une diapo très compliquée. Vous voyez que, évidemment, 15 millions d'années en arrière, beaucoup de choses ont changé. Les montagnes ne sont pas les mêmes, les détroits ne sont pas les mêmes, la végétation n'est pas la même, donc ça devient très compliqué de comparer à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en effet, il n'y a pas grand-chose de comparable, sauf le taux de CO2, qui était de 900 ppm, et on est dans un monde à 6 ou 7 degrés plus chaud. Alors, évidemment, nous, on a tendance à se projeter en se disant, comment était le climat au même niveau de CO2? Mais vous voyez bien que cette question-là, on ne peut pas vraiment y répondre, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, je passe à la diapo suivante, et en fait, l'analogie la plus correcte qu'on puisse faire, malheureusement, c'est les grandes extinctions. Parce que moi, je suis physicien, je ne vous parle pas de biologie, mais vous savez tous qu'en parallèle des travaux du GIEC, il y a les travaux des biologistes qui montrent qu'effectivement, on va droit vers la 6e extinction. Donc, on pourrait se dire, et c'est la diapo suivante, on pourrait se dire, bah, les hommes sont tellement fous qu'ils vont tout brûler. À l'échelle géologique, s'ils brûlent tout, on trouvera certainement, si on était des extraterrestres et qu'on est dans quelques millions d'années, des traces tout à fait claires de cette folie des hommes et du fait que tout à coup, on voit un pic dans le cycle du carbone qui est lié au fait que voilà, on a brûlé le combustible fossile. Le seul truc, c'est qu'on fait ça dans un climat très particulier, c'est l'image d'en dessous, on fait ça dans un climat où il y a des calottes de glace qui peuvent donc fondre. Et la diapo suivante, elle vous montre, c'est qu'un aspect des choses, hein, il y en a d'autres malheureusement, elle vous montre comment est répartie la population aujourd'hui et en 2050. Et vous voyez qu'effectivement, la remontée du niveau marin pourra poser des problèmes. Alors, il faut savoir que si on fond l'intégralité du Groenland, c'est 7 mètres de niveau marin. Si on fond l'intégralité de l'Antarctique de l'Ouest, c'est 5 mètres de niveau marin, et c'est les parties les plus vulnérables. Et si on fond l'intégralité de l'Antarctique de l'Est, qui est la grosse calotte de glace, c'est 50 mètres supplémentaires. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui sont devant nous et qu'il va falloir gérer. Donc, il n'y a pas d'analogue. Évidemment, il n'y a pas d'analogue à ce qu'on est en train de faire. Les seuls analogues, c'est les grandes extinctions. Donc, il faut éviter ça. Et c'est pour ça que, assez rapidement, les climatologues se sont mis ensemble. Tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas moi, c'est l'objet de rapports du GIEC qui sont faits par des milliers d'experts
et qui depuis 90, tous les 5 à 6 ans, alerte, alerte et réalerte. Et je vais essayer de vous montrer maintenant, dans la dernière partie de l'exposé, quelles sont les figures importantes. Donc, pour ceux, il y a 2 trucs à voir. Hein. Il y a l'HDR de Jean-Louis, si vous êtes intéressé par l'histoire des sciences. Et puis, il y a le rapport du groupe 1 du GIEC, de l'AR6, qui est tout à fait accessible, qui est un résumé d'une 30aine de pages avec 10 figures. Et j'ai prélevé quelques figures. Donc, la première figure, c'est juste pour vous montrer qu'un truc qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on sait maintenant très bien. Ce que vous voyez là, à gauche, c'est les variations de température. Et à droite, ce que vous voyez, c'est la variabilité, le vert. Comment on sort depuis quelque temps complètement de la variabilité. Ça, c'est la courbe noire. Et vous voyez en fait que la courbe marron, je pense, c'est la courbe des simulateurs, des gens comme moi, qui prennent en compte l'ensemble des changements, c'est-à-dire non seulement les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, mais aussi la surface des sols, mais aussi les aérosols, et qui reproduisent cette augmentation de température. Donc un gros avantage, c'est qu'on sait très bien ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on a l'intelligence collective. Je vous dis, c'est un travail de milliers de chercheurs de montrer à quel point on est capable de coller aux observations qu'on a. La diapo suivante, c'est une diapo qui vous montre ce qui va nous arriver et pourquoi c'est compliqué et la part des différents éléments. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, il y a les gaz à effet de serre. Le CO2 n'est pas un super gaz à effet de serre. Le méthane est bien pire. Sur 75 ans, le méthane est 30 fois plus puissant que le CO2. Et il y a d'autres gaz encore plus puissants du point de vue gaz à effet de serre, mais heureusement qu'ils sont moins concentrés. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les aérosols. Et tout ça doit être pris en compte dans nos simulations. Donc, on a besoin de très, très gros modèles. Et pour le 21e siècle, on a des scénarios. Donc, dans ces scénarios, les modèles sont contraints à regarder l'évolution, non seulement des gaz à effet de serre, mais des aérosols. Et donc, on a des scénarios comme ça qui sont en fait l'enveloppe des futurs possibles. Alors, la diapo suivante, elle vous montre un truc qui est important quand même, dont je voulais parler, c'est le cycle du carbone. Alors, très, très, très caricaturalement, aujourd'hui, quand vous émettez 2 molécules de CO2, eh ben, on a du pot. Il y en a une qui va effectivement rester stockée dans l'atmosphère, mais l'autre, elle va être prise en charge par la nature, c'est-à-dire que l'autre molécule de CO2, elle va se fixer soit à la biosphère marine, soit à la biosphère continentale. Et du coup, la nature, le fonctionnement de la nature, hein, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, le fonctionnement de la nature tel qu'il est aujourd'hui, il permet qu'il n'y a que la moitié des molécules de CO2 qu'on émet en brûlant le combustible fossile qui se stockent dans l'atmosphère. Ça, ce n'est pas écrit dans le marbre. Si vous chauffez trop, ben, l'océan chaud, il absorbe moins de CO2. Si vous déforestez trop, eh ben, vous allez avoir plus un système naturel qui va être moins en capacité de prendre en charge 50% du signal. Et ce que cette diapo vous montre, c'est que si vous êtes suffisamment fou pour émettre beaucoup de CO2 et faire de la Terre une fournaise, eh ben, le système naturel, il sera lui-même moins capable de pomper du CO2. Voilà, donc ça sera encore pire. La diapo suivante, c'est un peu sur les résultats. Donc là, c'est juste, ça c'est dans le rapport pour décideurs du GIEC, c'est pour illustrer un peu, c'est tellement varié, tellement différent, on en écrit des milliers de pages de rapports du GIEC, rien que pour le groupe 1. Mais là, ce que je vous montre, c'est 5 mesures importantes, 5 éléments importants. Donc le premier élément important, évidemment, c'est la température du globe, et vous voyez que soit on va maîtriser, et donc dans ce cas-là, on arrivera à maintenir en dessous de 2 degrés, soit on ne va pas maîtriser, on va aller vers une Terre à 4 ou 5 degrés plus chaude que l'actuelle. Le diagramme du dessous, c'est un truc très impressionnant. C'est le fait qu'en fin d'été, à l'automne, la glace de mer est extrêmement réduite puisque l'océan se réchauffe. Et ça, à l'échelle d'une vie humaine, avec les satellites, ça se mesure très bien. Et c'est extraordinaire, la perte de glace de mer qu'on a aujourd'hui, et dans quelques dizaines d'années, ce sera encore pire. Ça c'est reproduit par les modèles. La troisième chose qui est plus biologique, c'est le pH de l'océan. Comme vous savez, l'océan, il voit une atmosphère de plus en plus chargée en CO2, il se charge lui-même de plus en plus dans ses couches superficielles d'abord, puis il y a une pénétration vers le fond de CO2, donc il s'acidifie avec tous les problèmes biologiques que ça pose. Et enfin, et c'est un peu là plutôt ma spécialité, là ce que vous voyez, c'est le niveau marin, et un des rares graphiques où le GIEC s'envole plus que 2100, c'est sur le niveau marin, parce que là, vous avez une inertie des calottes de glace qui ont commencé à fondre, qui vont devenir bientôt le plus gros contributeur du niveau marin, le Groenland, la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Et vous voyez ce qui se passe à l'échelle de 2100, où on projette une augmentation du niveau marin d'1 mètre, voire plus, et à 2300, où il s'agit presque de 10 mètres. Et ça, une fois que c'est parti, c'est très, très difficile de l'arrêter.
J'insiste encore sur deux résultats importants et puis je vais laisser la parole à Sylvestre. Le résultat suivant, c'est un truc très important et vraiment une évolution majeure des rapports du GIEC, c'est que pendant très longtemps, les physiciens comme moi, ils parlaient des températures des précipitations de leur évolution moyenne. Et c'était très difficile pour nous d'attribuer des extrêmes climatiques au changement climatique et de différencier ces extrêmes de la variabilité naturelle. Ça se comprend bien, hein. Un événement extrême, c'est un événement qui arrive peu fréquemment. Il faut qu'on ait suffisamment de données pour sortir du bruit et attribuer. Bon, maintenant, il y a plein d'événements extrêmes qui sont très rapidement attribuables, comme les pluies cévenoles. Les pluies cévenoles, elles sont liées au fait que la Méditerranée est beaucoup plus chaude qu'avant en fin d'été, qu'il y a beaucoup d'évaporation, que ces masses d'air très chargées en eau sont advectées vers le continent et que ça tombe sur les Cévennes et que ça fait ces événements cévenols. Il y a plein d'événements qui sont tout à fait liés et attribuables et rapidement attribuables au changement climatique. Et donc, cette diapo, elle vous montre que, d'après les calculs des climatologues sur ces événements extrêmes, en 2050, en gros, 96% de la planète sera touchée par des événements extrêmes. Alors, évidemment, il y a des événements extrêmes qui vont augmenter, les canicules, les sécheresses, les inondations, puis des événements extrêmes qui vont diminuer, les coups de froid. Donc, c'est pour ça que vous avez du plus et du moins. Et globalement, voilà, on va être non seulement sujet à une augmentation continue et importante, mais aussi à une augmentation d'événements extrêmes. Dernière diapo, toujours de ce rapport du GIEC, c'est un peu pour simplifier les choses. Il se trouve que l'image qu'on a finalement, elle est finalement d'un système complexe, hein, avec des temps de réponse différents. C'est celle-là, celle que je vous montre là. C'est que l'augmentation de température, elle est juste en gros une fonction linéaire du CO2 accumulé dans l'atmosphère depuis les révolutions industrielles. Alors, Sylvestre va en parler sans doute plus que moi, mais ça fait quand même réfléchir parce que c'est simple. Qui a émis depuis 1850 ? Les pays développés. Et qui va être touché et ne va pas pouvoir se défendre ? Les pays vulnérables. Et donc, cette simple diapo, qui est d'une simplicité biblique, elle vous montre à quel point il va falloir partager. Sinon, ça va forcément mal se terminer. Alors, la diapo suivante, et j'en ai presque fini, c'est ces COP. Donc là, vous savez qu'il y a une COP à Dubaï, on discute. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et vous pouvez vous demander, on est aujourd'hui à 1,2 degré, vous êtes physicien, vous savez que le système a une inertie, Valérie Masson le dit elle-même, on va vers les 1,5 degrés. Donc pourquoi, à la COP de Paris, au lieu de sortir le chiffre de 2 degrés, c'est 1,5 qui est sorti? Donc Sylvestre reviendra peut-être là-dessus, mieux que moi. C'est très important pour certains pays, parce qu'il y a des pays qui vont être rayés de la carte si c'est 2 degrés plutôt qu'1,5 degré. Il y a un certain nombre de petites îles qui vont être submergées si c'est 1,5 degré, si c'est 2 degrés ou 1,5. Ces pays-là, ils ont intérêt à ce que ce soit 1,5 degré pour que les pays riches, ils contribuent au fond pour les relocaliser. Vous avez entendu que le gouvernement australien a changé et que le gouvernement australien est tout à fait d'accord pour accueillir les gens de ces îles sur son territoire, ce qui va malheureusement certainement se produire. Donc voilà, entre 1,5 et 2 degrés, il y a eu un rapport du GIEC complet, Valérie Masson a beaucoup insisté, chaque dixième de degré compte du point de vue des impacts. Alors je veux terminer quand même par une note positive. On sait tout ça. On a un gros cerveau par rapport aux premiers Homo sapiens et aux néandertaliens. On sait énormément de choses. Donc toute la question, ça va être, sachant tout cela, est-ce qu'on va être capable de changer notre trajectoire énergétique? Et je vais laisser la parole à Sylvestre qui va vous expliquer qu'au moins pour les 30 premières années, ça n'a pas été le cas. Je vous remercie. Bonjour. Donc, inhabituellement, là, ce n'est pas un scientifique qui vous parle, c'est un journaliste. Donc, d'où je vous parle? Je vous parle de 40 ans d'articles sur des questions de sciences et de technologie, de relations entre les sciences, les technologies, la société. Et puis, je vous parle depuis plusieurs centaines d'articles publiés sur le sujet du changement climatique. Première fois que j'ai écrit changement climatique dans le sens celui provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, c'était en 1987. J'ai écrit plusieurs bouquins, dont un avec Gilles et un qui est sorti en janvier dernier, qui vous présente en fait le dernier rapport du GIEC, les groupes 1, 2 et 3.
Alors 30 ans pour rien. Oui, c'est ce que ce graphique, c'est un graphique tiré du GIEC, simplifié, traduit, mais c'est celui du GIEC, semble vous montrer. Il n'y a aucune inflexion visible des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis Rio, c'est-à-dire 1992, la signature de la Convention climat, sauf crise économique. On a un taux de croissance qui est encore de l'ordre de 1% par an pour les émissions mondiales. Le CO2 d'origine fossile, gaz, charbon, pétrole, est encore plus dominant qu'il y a 30 ans dans les émissions. Donc, en première analyse, on pourrait dire que c'est un échec retentissant de la Convention climat de l'ONU. Ça, c'est un graphique que Gilles vient de vous montrer, mais je vais vous raconter une autre histoire. Ce qui est important dans le graphique, c'est de voir que le budget carbone qui subsiste à partir de maintenant jusqu'en 2050, c'est les barres colorées à droite, pour réaliser les contraintes des différents scénarios d'émissions, nous montre que si on voulait obtenir l'objectif climatique des pas plus que 2 degrés que la moyenne pré-industrielle, il faudrait émettre moins de gaz à effet de serre que ce qu'on a émis entre 1950 et 2020, alors que la population mondiale est beaucoup plus importante. Autrement dit, utiliser moins d'énergie fossile par habitant que pendant toute cette période. Ça permet de quantifier le défi que représente l'objectif climatique fixé. Autrement dit, atteindre l'objectif climatique des 2 degrés, ça suppose une rupture historique dans l'usage des énergies fossiles. Et vous voyez une courbe là où on voit une rupture. Ça monte un peu, puis boum, ça descend. Le graphique sera encore plus explicatif s'il démarrait avant, c'est-à-dire avant les années 80, parce que s'il démarrait en 1900, on verrait une courbe qui part à peu près du niveau où elle arrive à la fin. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'usage des énergies fossiles par l'humanité ait démarré de là, soit monté là et redescendre là, à 9 milliards d'individus, quand là, on était 2 milliards. Donc, c'est une rupture historique qui est d'autant plus difficile à obtenir qu'on retarde le moment du pic. Parce que plus on retarde le moment du pic, et plus la chute ensuite doit être vertigineuse pour arriver aux objectifs climatiques. Et tout ça pour stabiliser la température à un niveau qui serait, par exemple, 2 degrés de plus qu'en 1900. Ça ne redescendra pas. Alors, qu'est-ce que dit le groupe 3 du GIEC, celui qui s'occupe de l'atténuation, c'est-à-dire comment faire cette diminution des émissions depuis 90. Donc, ce groupe 3, il s'occupe d'économie, de ressources naturelles, de technologie, de politique, de gouvernance, de relations internationales, de philosophie, de culture. Et donc, on est assez loin de la physique du climat. Le rapport de 2022 du groupe 3, là, c'est juste pour vous donner quelques chiffres significatifs de l'ampleur de la mobilisation intellectuelle que ça représente, hein, dont environ 600 auteurs véritablement à la plume, 18 000 publications évaluées, 3 000 pages. Très significativement, le résumé pour décideurs de groupe 3 est le seul qui a donné lieu à une inflation, 40% en volume de texte en plus par rapport au texte initial, tout simplement parce que c'est sur ce sujet-là que les Athéniens s'atteignèrent, c'est-à-dire qu'on s'engueule véritablement, puisque c'est sur le que faire et non pas sur le qu'est-ce qui se passe. Alors, que faire? Sur le principe, c'est assez simple. Il faut réduire la demande d'énergie, et surtout d'énergie carbonée. Il faut décarboner l'énergie qu'on utilise. Et puis, il y a un complément, il faut conserver ou augmenter les puits de carbone naturels, sol, forêt, et éventuellement en fabriquer des artificiels, capture, stockage du CO2. Réduire la demande en biens, en services, en transport, en contrôle thermique des bâtiments, en alimentation carnet, etc.
Le GIEC, dans son groupe 3, ajoute, c'est en guillemets, notamment dans les pays développés. Mais je vous ferai remarquer qu'à long terme, l'objectif officiel de tout le monde, c'est que le monde entier soit développé. C'est que tous les êtres humains sur Terre aient droit à des conditions de vie décentes. Là, je cite le GIEC. Autrement dit, il n'y a personne dans les autorités scientifiques et politiques qui aurait comme objectif avoué qu'il faut toujours qu'il y ait des pauvres dans le monde. Non, l'idée, c'est que tout le monde doit avoir des conditions de vie décentes. Donc, réduire la demande. Et d'autre part, décarboner l'énergie. Alors, on parle de très loin, puisque 80% de l'énergie que l'humanité utilise pour vivre aujourd'hui, c'est gaz, charbon, pétrole. Donc, il faudrait simultanément apporter l'énergie manquante à plusieurs milliards d'êtres humains qui n'en ont pas assez, notamment aux 700 millions de personnes, par exemple, qui n'ont tout simplement pas du tout d'électricité chez elles, et le faire en substituant à l'essentiel de l'énergie carbonée existante des énergies qui ne le sont pas, donc de l'électricité, qui ne peut provenir que de deux sources, l'ensemble des énergies renouvelables d'un côté, le nucléaire de l'autre. Il faudrait évidemment augmenter l'efficacité énergétique de toutes nos machines et avoir une politique d'économie de toutes les matières premières par du recyclage, de l'économie circulaire, etc. Dans les rapports du GIEC, ça donne ça. Il y a des économistes, mais aussi des gens qui s'occupent de démographie et de comportement de consommateurs, etc., qui essayent de voir dans les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui permettent d'atteindre l'objectif climatique des 2 degrés, c'est quoi la part de cette économie, de cette sobriété relativement à la part décarbonation de l'électricité, etc. Et bien, cette part, elle est énorme, puisqu'elle est au minimum 40% et elle va jusqu'à 70% en fonction des scénarios concoctés, en gros, du boulot à faire, de l'effort à faire pour diminuer nos émissions. Donc, en fait, c'est le premier poste. La sobriété, c'est-à-dire le renoncement volontaire à des consommations d'objets, de biens, de services, parce qu'on veut éviter les émissions de gaz à effet de serre associées. Il y a une petite phrase, le GIEC et la publicité commerciale en relation avec les inégalités sociales. Oui, en gros, même les économistes qui sont des fervents partisans du système capitaliste sont obligés d'écrire dans le dernier rapport du GIEC que si on continue avec les inégalités sociales actuelles, la sobriété, vous pouvez oublier, parce que les classes moyennes n'accepteront jamais une sobriété volontaire, massive, en ayant sous le nez le spectacle des consommations indécentes des super riches, sans même parler des pauvres. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que si on continue d'abreuver nos populations avec de la publicité telle qu'on l'a aujourd'hui, vous pouvez aussi oublier la sobriété. C'est assez remarquable que ça, c'est un consensus d'experts. C'est-à-dire que, comme vous savez, en économie, ce n'est pas tellement les gens qui pensent qu'il faut sortir du capitalisme, qui sont majoritaires dans l'université, le monde académique au niveau mondial. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même ceux qui ne veulent pas sortir du capitalisme, ils sont obligés d'écrire ça parce que c'est un résultat de la science. Donc là, c'est une petite citation du GIEC. Environ la moitié de la réduction des émissions pourrait provenir d'une réduction de la demande des consommateurs, en particulier dans les pays développés. La phrase suivante dit aussi que cette réduction de la demande, il faut évidemment pas compter seulement sur des comportements individuels, mais sur des décisions collectives. Par exemple, si vous voulez renoncer à votre voiture pour aller au travail et prendre un métro, ça n'est possible que si votre société a auparavant décidé de construire un métro. Ce n'est pas vous tout seul qui allez décider qu'il y aura un métro. Alors ensuite, du côté de l'offre, donc de l'énergie, l'énergie par carbone, elle est nécessairement électrique pour l'essentiel. Ce que dit le GIEC, c'est qu'on a l'hydroélectricité et le nucléaire qui sont des technologies bien établies, mais qui se développent lentement, que les énergies renouvelables nouvelles, donc hors hydroélectricité, sont en croissance très vive et que leurs coûts baissent, mais qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Si on prend par exemple ce qu'on a besoin d'éliminer
dans les centrales électriques au charbon pour atteindre l'objectif des 2 degrés, eh bien, un petit calcul montre qu'il faudrait, pendant les 15 années prochaines, fermer 3 centrales à charbon d'environ 400 mégawatts par semaine durant 15 ans dans les seuls pays États-Unis, Union européenne, Chine et Inde. Donc évidemment, les fermer avant leur fin de vie technico-économique. En gros, si on veut vraiment décarboner l'ensemble de la vie économique et de la vie quotidienne, il faut au préalable parvenir à une décarbonation profonde des systèmes électriques à l'échelle mondiale. Et c'est évidemment un effort absolument gigantesque. Pour ce qui concerne l'industrie, il faut... Tout ça, c'est un extrait de ce que vous pouvez trouver dans le GIEC. Il n'y a pas tout. Mais on vous parle de rupture technologique, par exemple, de faire de l'acier avec de l'hydrogène et plus de charbon, de faire du béton sans clinker. Bon, c'est le truc qui fait que la fabrication du béton, c'est très émetteur de CO2, de faire de la chimie qui utilise des ressources naturelles biosourcées, de faire de la chaleur industrielle non carbonée, par exemple avec des petits réacteurs nucléaires, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, du recyclage, etc. Mine de rien, ça peut avoir des conséquences énorme pour la géographie industrielle mondiale. Citation du GIEC, la relocalisation des industries lourdes dans les régions disposant d'énergie bas carbone, évidemment, aboutit à une redistribution de l'emploi et des structures. Alors, les économistes, dans le rapport du GIEC, font bilan de tout ce qui est possible en termes d'outils économiques par les pouvoirs politiques pour arriver à ça, donc pour inciter les entreprises privées ou pour avoir des programmes publics. Donc, on parle de fiscalité, de recherche publique, de commande publique, qui, par exemple, privilégierait le critère des émissions de GES sur les prix. Ça, c'est un truc qui devrait faire rugir les patrons français si on leur disait que, par exemple, toutes les collectivités locales et nationales, voire Union européenne, quand elles passent un marché public, au lieu de dire que le premier critère qu'on prend en compte pour le choix entre les fournisseurs, c'est le prix, c'est la quantité de gaz à effet de serre émis, et que moins vous avez émis et plus vous êtes choisi. Alors évidemment, si vous faites ça dans un pays où l'électricité est déjà massivement décarbonée, tout de suite, vous passez premier. Le GIEC fait remarquer qu'il ne faut pas trop rêver sur les ressources en minéraux critiques. Il va falloir regarder ça de très près. Et puis, il y a des décisions très lourdes en termes d'industrie et de hotspots d'émissions, parce que, par exemple, en France, vous additionnez seulement chimie, béton, métallurgie, papeterie, ça fait 75% des émissions industrielles. Donc, ça vous prouve qu'en travaillant sérieusement sur des objets limités en nombre, mais très gros en émissions, on peut avoir des très gros résultats. Bon, évidemment, il faut décarboner les transports, notamment dans les pays où on a déjà décarboné l'électricité, c'est là que c'est le plus efficace. Il faut décarboner les villes, il faut électrifier les transports individuels et collectifs. Il ne faut pas oublier que si on fait ça dans les pays riches, mais qu'on ne le fait pas dans les pays émergents et pauvres, on va rater les 3/4 du boulot. En 1990, dans son premier rapport, le GIEC disait oui, si on veut y arriver, il faut que les pays riches permettent aux pays pauvres et émergents d'accéder aux technologies propres, c'est-à-dire faibles en émissions de CO2. Or, ils ne pourront pas les acheter. Ça a été dit il y a 30 ans, ça n'a pas été fait. C'est très clair que ça reste un sujet absolument majeur. Je passe très vite sur sol, agriculture, alimentation, mais c'est d'une importance tout à fait significative, qui, notamment dans les pays où il y a peu d'industrie, est en fait plus important que l'industrie pour réduire les émissions. Ça signifie des transformations profondes dans les pratiques culturelles pour se passer de tout ce qui est origine énergie fossile dans l'agriculture, les engrais, le pétrole pour les machines, etc. Donc, il faut modifier profondément les pratiques agricoles et là où on a des alimentations trop carnées, être capable de petit à petit revégétaliser, si je puis dire, l'alimentation. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette partie-là, le GIEC dit la plupart des options sont déjà disponibles. On sait ce qu'il faut faire et on sait comment le faire et on a les moyens techniques de le faire.
alors que dans d'autres sujets, il faut développer des technologies nouvelles. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on voit bien que la raison pour laquelle on n'a pas fait, ce n'est pas qu'on ne savait pas quoi faire ou qu'on n'avait pas les outils techniques. Alors, on peut se dire, ça fait quand même 30 ans que le GIEC dit ce qu'il faut faire et on ne fait pas, pour l'essentiel. Du coup, quelle confiance on peut avoir dans tout ce travail? Eh bien, moi, je dirais que on peut avoir une très, très grande confiance dans la capacité du groupe 3 du GIEC à nous présenter l'état de l'art en économie, en sociologie, en sciences politiques liées au climat, et notamment tout ce qui concerne la mesure des émissions, qui émet quoi, les technologies utilisées, utilisables, les techniques financières à mobiliser, les sources d'énergie, etc., etc. Mais je m'autocite, donc c'est une phrase qui est tirée du livre que j'ai fait sur le dernier rapport du GIEC. Si les politiques économiques et sociales permettant d'éviter un changement climatique dangereux se situent en dehors des modèles économiques dominants, elles ne peuvent pas se trouver dans le rapport du GIEC comme résultat d'un consensus d'experts. Alors, donc, il y a un si c'est vrai, mais si c'est vrai, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas trouver dans le rapport du GIEC le modèle économique qui sera autre chose que le modèle dominant, parce que le boulot du GIEC, c'est vous rendre compte de ce qui est consensuel, notamment dans le monde universitaire et académique. Donc, du coup, je reviens à cette rupture historique dans les émissions de gaz à effet de serre qui est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette rupture, elle n'est pas acquise. Ce graphique tiré du GIEC vous montre que les politiques actuelles, c'est la courbe 2. Donc, en gros, ce que vous voyez, c'est qu'on continue d'augmenter lentement, mais on continue d'augmenter les émissions et on arrive en 2050 à 60 milliards de tonnes d'équivalent carbone de gaz à effet de serre annuel. Donc, pas très loin de ce qu'on est déjà en train de faire aujourd'hui. Et que les trajectoires qui permettent d'atteindre les objectifs climatiques, elles, en fait, elles réclament non seulement que toutes les promesses faites dans les COP par les États soient tenues, mais même ça ne suffit pas. Donc, évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y tiennent. Et puis, c'est les promesses qui ont été faites en 2015 à la COP de Paris sur ce qu'elle allait suivre dans les années qui ont de 2015 à aujourd'hui, les promesses n'ont pas été tenues, sauf l'année de la Covid. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas encore mobilisé les moyens permettant de s'engager sur la trajectoire de rupture historique qui est nécessaire. Pourquoi? Alors là, je vous propose 6 explications possibles de réponse à la question posée. Une alerte scientifique trop tardive, l'ignorance des populations et des dirigeants, les actions des climato-sceptiques, des industriels des fossiles, des technologies bas carbone pas au rendez-vous, les limites et les ambiguïtés de la Convention au climat, donc des négociations internationales, ou, in fine, le refus, en fait, des politiques climatiques efficaces, parce qu'elles signifient des changements sociopolitiques majeurs que l'on rejette. Ignorance des populations. Ça reste un problème. Ça, c'est un des sondages d'opinion, il est récent celui-là, qui vous montre qu'il y a encore en gros un petit tiers ou un gros tiers, ça dépend comment on calcule, si on additionne avec il n'y a pas de changement climatique, de Français qui pensent que en fait, ce n'est pas un problème. Et donc, c'est difficile de ne pas tenir compte de ça. L'ignorance des dirigeants, pour moi, c'est une hypothèse très peu crédible. Tous ces gens-là, Sarkozy, Merkel, Obama, Hollande, Trump, sont très intelligents. Et ils sont très capables de savoir ce qu'il y a dans un rapport du GIEC. Donc, très clairement, s'ils ne font pas la bonne politique, c'est parce qu'ils ne veulent pas la faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe dans les rapports du GIEC. Les climato-sceptiques, les industriels des fossiles, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais est-ce que Poutine est vraiment influencé pour sa politique climatique par les hommes qu'il a lui-même placés à la tête de Gazprom? Je ne pense pas. Autrement dit, bien sûr que ça a une influence sur les populations, sur ce que les gens vont voter dans les pays où on vote. Et il faut toujours combattre ça, puisqu'on voit que c'est encore... il y a un écho dans la population, en France, dans le monde. Mais ce n'est clairement pas l'explication numéro 1. Les technologies bas carbone qui ne seraient pas au rendez-vous,
On aurait bien voulu, mais on n'aurait pas pu. Alors, le mix énergétique mondial entre 90 et 2020, il augmente, il passe de 8 à 15 milliards de tonnes équivalent pétrole. En revanche, la répartition, elle bouge très peu. Est-ce que c'était inéluctable? Non. Si les pays industrialisés disposant de la technologie nucléaire avaient décidé en 1992, après avoir signé un texte, la Convention climat, par lequel ils s'engageaient à diminuer immédiatement leurs émissions de gaz à effet de serre pour compenser l'augmentation inéluctable et souhaitée de celle des pays pauvres, on aurait pu décider, il n'y avait aucun obstacle technique à ça, de décarboner massivement l'électricité en multipliant par 3, 4 ou 5 le parc nucléaire mondial. C'était complètement possible techniquement, du point de vue des ressources en uranium, etc. Si ça n'a pas été fait, c'est quand même beaucoup parce que on a des dirigeants qui ont considéré que ça n'était pas une priorité, ça n'était pas important, ça n'était pas quelque chose d'incontournable de décarboner l'électricité. Idem sur l'agriculture, l'urbanisme, etc. Pour prendre qu'un exemple de la région parisienne, le Grand 8, là qu'on fait, on aurait pu le faire il y a 40 ans. On en avait les moyens techniques, financiers. On ne l'a pas fait parce qu'on a considéré que c'était mieux de faire le tout bagnole en grande banlieue parisienne. Juste un petit détail sur le cas français, mais qui correspond à peu près à tous les pays qui ont déjà décarboné massivement leur électricité, pour montrer que là, le secteur numéro 1 sur lequel il faut faire porter l'effort, c'est les transports, et notamment et évidemment les transports routiers. Alors, est-ce que dans la Convention climat, il n'y aurait pas eu un ver dans le fruit? Un petit peu, oui. Si vous vous demandez à quoi est accolé l'adjectif de prioritaire dans la Convention climat, vous vous rendrez compte que ça n'est pas l'action pour lutter contre le changement climatique. Ça peut sembler un peu étrange. Non, ce qui est qualifié de prioritaire comme objectif dans la Convention climat, c'est l'éradication de la pauvreté. Et c'est même précisé que cela veut dire que les actions pour lutter contre le changement climatique ne doivent pas entraver l'éradication de la pauvreté. Et c'est même précisé que parmi ces actions nécessaires pour éradiquer la grande pauvreté dans le monde, il faut que les pauvres aient plus d'énergie fossile à leur disposition. Est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à la question, je fais une autocitation d'un livre que j'ai publié sur le climat en 2000, d'un économiste qui a participé à pratiquement tous les rapports du GIEC depuis 1990 et qui me disait ceci: mon cerveau droit se réjouit de la croissance retrouvée, mais mon cerveau gauche remarque avec regret que cela signifie une augmentation des émissions de CO2. Ah oui, parce que le pétrole, ça ne sert pas qu'à alimenter les profits des actionnaires de Total ou de Jet de Bernard Arnault, ça permet à des milliards de gens de vivre et notamment de sortir de la pauvreté quand ils en ont plus. Ça, c'est un graphique sur le recul historique de 1820 à nos jours, de la répartition de la population mondiale entre les extrêmes pauvres et les pas extrêmes pauvres. La barre, c'est 2 $ ou 2 euros constant par personne et par jour pour vivre. Et ce que vous voyez, c'est évidemment l'envol de la démographie mondiale. On passe de 1 milliard à en fait 8 milliards aujourd'hui. Et en rouge, la partie extrême pauvre, vous voyez qu'elle continue de monter en gros jusqu'aux années 1970. Et c'est seulement à partir des années 80 qu'elle diminue en valeur absolue et en pourcentage, encore plus évidemment, dans la population. Et si vous regardez la courbe de l'utilisation de l'énergie fossile mondiale, ça ressemble étrangement. Et je vais faire une petite démonstration avec un zoom, un exemple. Ça, c'est le nombre d'extrêmes pauvres, toujours nomenclature Banque mondiale, donc 2 $ à peu près par jour et par personne. En 1990, année du premier rapport du GIEC, il y a un peu moins de 2 milliards d'extrêmes pauvres sur une population de 5 milliards 300 millions. Ils constituent donc 36% de la population mondiale. Aujourd'hui, il y a environ 700 millions d'extrêmes pauvres. Donc c'est une chute historique.
Et en proportion, c'est encore plus fort, puisque ça veut dire qu'ils sont passés de 36 à moins de 10% de la population mondiale. Et ce que ce graphique vous dit aussi, c'est que l'essentiel de la diminution s'est opéré en Asie, où il y a de l'Est, où il y a une quasi-disparition de l'état d'extrême pauvre, alors que, par exemple, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas du tout de disparition, puisqu'il y a encore plus d'extrêmes pauvres aujourd'hui qu'il y a 30 ans, même si en proportion de la population africaine totale, eh bien, ça a diminué très sérieusement. Mais concentrons-nous sur l'Asie de l'Est et donc la Chine. Voici l'évolution des émissions de CO2 d'origine fossile de la Chine entre 90 et nos jours. Et ce que vous voyez, c'est que eh bien, ces émissions sont passées de 2,4 milliards à 11,5 milliards de tonnes par an, de 2 à 8 tonnes par tête de pipe et par an. C'est-à-dire que oui, la Chine a quasiment fait disparaître de son territoire les extrêmes pauvres, et ça c'est fait pour l'essentiel grâce à cette augmentation de l'usage des énergies fossiles. Le truc en jaune en bas, c'est la production d'électricité. Parce que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui reste sa caractéristique dominante, c'est l'énormité des écarts, des inégalités. Aujourd'hui, si on prend tout gaz à effet de serre, on est de l'ordre de 20 tonnes par tête de pipe en Amérique du Nord, de l'ordre de 2 tonnes en Asie, et en Afrique, c'est un peu, comment dire, l'Afrique, elle semble un peu plus haut que l'Asie du Sud, mais en fait, c'est parce qu'on compte tous les gaz à effet de serre. Donc, si on se limitait à l'énergie fossile, on verrait ça, c'est-à-dire qu'en Afrique, en moyenne, les émissions par tête de pipe de CO2 d'origine fossile, c'est 0,8 tonnes par habitant et par an, contre 19 tonnes aux États-Unis ou 7,8 tonnes en Europe de l'Ouest. Et donc, ce que ça vous dit, ça, c'est que si on ne s'attaque pas à cette inégalité, il n'y a aucune chance de parvenir aux objectifs climatiques, notamment parce que quand on regarde les inégalités à l'intérieur des pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 800 millions de personnes à l'échelle mondiale qui émettent, soit 10% de la population mondiale, qui émettent pratiquement la moitié du total, alors que la moitié qui émet le moins, donc à peu près 4 milliards d'individus, eux, ils font que 13% des émissions. En fait, ce que ce graphique vous dit, c'est qu'il n'y a aucune chance que les 40% d'êtres humains du milieu, 3 milliards de personnes environ, qui émettent à peu près leur part démographique du total mondial, il n'y a aucune chance que ces 3 milliards de personnes décident spontanément, gentiment, de sauver la planète et le futur de leurs enfants en se serrant la ceinture, tant qu'ils auront sous les yeux le spectacle des 800 millions de personnes parce que tout simplement, ils trouvent que les 800 millions de personnes, ils vivent beaucoup mieux qu'eux. Je vous fais un petit zoom sur les inégalités en France, qui vous montre quand même que les 50%, la moitié de la population française qui a le moins de revenus et qui émet aussi le moins, elle est en dessous de 7 tonnes de CO2 par an, alors que si vous prenez le dernier centile, vous montez à près de 60 tonnes de CO2 par an. Ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que si vous ne commencez pas à réduire les inégalités en écrasant complètement le haut, vous n'avez aucune chance d'avoir cette sobriété généralisée que les économistes appellent de leur vœu. Avant-dernière slide, ça c'est un graphique qui est tiré du GIEC qui vous montre quel serait le chemin qui permettrait de résoudre le problème. C'est un chemin qui ferait que dans les pays les plus développés, on garde l'indice de développement. Ça ne parle pas de PIB. Ça vous parle de l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce qu'il y a des pompiers quand il y a un accident? Est-ce qu'il n'y a pas de grand banditisme qui tue tout le monde, etc. Gardez ça, mais en chutant les émissions de CO2 par tête de pipe, pendant que les pauvres, eux, feraient un chemin complètement différent qui les amènerait à ce même indice de développement, mais sans avoir recours massivement aux énergies fossiles. Et ce graphique, évidemment, il est
révélateur de l'extrême difficulté du chemin. Et c'est pour ça que, dernière slide, quand on a des gens qui manifestent en hurlant « changeons le système, pas le climat », ils mettent le doigt sur peut-être la difficulté majeure. Parce que si on suit quelques raisonnements qui sont dans le dernier rapport du GIEC, que par exemple on se dit, bon, ok, il faut supprimer la publicité, il faut supprimer les milliardaires, et puis supprimer les multimillionnaires, et puis il faut que les directions d'entreprise décident de fabriquer des objets en fonction de leur utilité sociale et en choisissant celui qui, pour la même utilité sociale, émettra le moins de gaz à effet de serre. On voit bien qu'il y a un problème de système, que ce n'est pas un problème de gentil et de méchant. Évidemment, la difficulté que signifie ce constat, c'est qu'on ne vit pas dans un monde où ce qui est à l'ordre du jour actuellement, c'est de changer le système socio-économique. Et donc, bien, ça fait partie du débat, mais le paradoxe, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, la science mondiale nous dit qu'il faut discuter de ça. Je vous remercie. On va ouvrir pour des questions. Pour que ça circule, on essaie de garder les questions ou les remarques relativement concises. Parce que si chaque question fait 20 minutes, on n'est pas sorti. Et donc, je vais faire passer les micros. Bonjour. Moi, c'est pas tellement c'est une question. Vous avez émis 6 hypothèses, enfin 6 possibilités. Et il y en a une que je ne vois pas, qui est une 7e, c'est pas. Personnellement, je suis convaincu que les politiciens en général ont déjà dans leur tête admis le fait que le changement climatique aura lieu. Et je pense qu'ils sont dans une toute autre optique, dans l'optique qui consiste à se dire maintenant, on va travailler à nous adapter au changement climatique. Et ça, c'est excellent pour le PIB. Qu'est-ce que vous... Là, tout ce que je viens de vous proposer là, je suis surpris de ne pas le voir plus souvent discuter. Est-ce que je me trompe la remarque est juste, mais pour qu'elle ait un intérêt, en fait, il faut la quantifier. Parce que le changement climatique, il a déjà commencé. Et donc, l'adaptation au changement climatique, elle est nécessaire déjà. Donc ce n'est pas un problème absolu. Comme dans votre remarque, il n'y avait pas de quantification. C'est quoi la quantité de changement climatique que l'on considère comme étant inéluctable et à laquelle donc il faut, entre autres, s'adapter et contre laquelle on ne peut pas lutter par les moyens d'atténuation. C'est un problème quantitatif. En gros, qu'est-ce que vous acceptez comme perspective? Est-ce que vous acceptez la perspective 2, 2,5, 3? Et ce n'est pas une question d'arithmétique stupide. Comme le dit le GIEC, chaque dixième de degré compte. Donc, ça n'est pas idiot de se demander si on accepte 2 ou 2,5 ou 1,5. Et donc, ce qui est très clair, c'est que quand on a des dirigeants politiques qui conduisent des politiques qui aboutissent à un réchauffement de temps, ça veut dire quelque part qu'ils acceptent ça, cette quantité de réchauffement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on regarde les politiques conduites à l'échelle mondiale ou par les plus grands pays, etc. Ce qu'on peut se dire, c'est que pour l'instant, les politiques conduites, si on croit aux promesses, on est sur un changement climatique de l'ordre de 3 degrés de plus que la moyenne pré-industrielle. La première réaction qu'on pourrait avoir, c'est que c'est moins pire que 5. Et que ça ne sera pas atteint sans des efforts. Parce que la politique qui aurait été business as usual, c'est-à-dire on se fout complètement du problème et on utilise toute l'énergie fossile techniquement disponible, elle conduit à 4-5. Elle ne conduit pas à 3. Donc, même une limitation à 3 serait le résultat de politiques volontaristes. Alors après, est-ce que 3, c'est acceptable? En fait, les îles Tuvalu, ils viennent de signer un truc avec l'Australie. Tous les Tuvaliens, je ne sais pas comment on dit, auront le droit de migrer à des conditions sociales correctes, décentes, vers l'Australie. Pourquoi? Parce que les Tuvalu vont disparaître. Parce que c'est que des îles très, très, très basses. Alors l'Australie,
ils peuvent signer ça sans problème parce que les Touvaliens, ils sont 12 000. Donc, c'est que dalle. Mais quand le delta du Nil va commencer à passer sous la flotte, il y a des millions et des millions d'Égyptiens dont l'habitation et les champs vont passer sous la flotte. Eux, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas aller en Libye, c'est un désert. Ils ne vont pas aller au sud de l'Égypte, c'est un désert. Ils ne vont pas aller de l'autre côté parce que c'est Israël. Bah, il n'y a plus que les bateaux et on s'en va en Méditerranée. Donc, la question, c'est on accepte quel niveau de température correspondant à quelle part du delta du Nil qui passe sous l'eau. C'est ça le sujet. Alors, et donc, il faut surtout essayer de ne jamais raisonner en absolu, c'est-à-dire de ne pas quantifier. Parce que c'est ça le sujet. Quel est le niveau d'effort qu'on est prêt à faire pour atteindre quel niveau de réchauffement, avec évidemment les incertitudes de la physique hein, sur le climat. Mais c'est comme ça qu'il faut absolument raisonner. Il faut se méfier des formulations non quantifiées dans ce domaine. Moi, je vais répondre beaucoup plus rapidement. La question que vous posez, elle paraît pleine de bon sens. Et moi, pendant longtemps, j'ai entendu la chose suivante. Les assureurs et les réassureurs, quand ça leur coûtera plus d'argent de ne rien faire que de faire quelque chose, eh ben, ils iront, Gilles. Maintenant, on a du recul. Qu'est-ce que font les assureurs par rapport aux feux de forêt? Ben, ils ne vous assurent plus. Donc, ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Si c'était si simple, le problème ne se poserait pas. Je voulais poser une question avant, j'en profite. Moi, j'ai une question un peu par rapport à la... J'ai pas l'impression qu'elle a été répondue. On voit que la majorité de la population, en tout cas en Europe, elle est assez consciente du réchauffement climatique et elle a l'air assez... C'est pas 90%, mais la majorité. Par contre, les partis politiques ou les associations qui proposent des changements, enfin des mesures fortes pour lutter contre le changement climatique, ils sont loin de retenir la majorité des voix dans les élections démocratiques ou pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air. Et pourquoi? Parce que si on a plus de voix en donnant de l'argent aux startups qu'en résolvant le problème climatique, les hommes politiques ils vont donner de l'argent aux startups. Enfin, leur but, c'est d'avoir plus de voix. Donc pourquoi est-ce que les gens ont l'air d'être au courant et pourtant ils ne soutiennent pas les gens qui proposent des actions? On peut prendre des exemples concrets français. Bonnet rouge, gilet jaune. Bonnet rouge en Bretagne, il y a mise en place d'un système de taxation de transport routier, de fret, et pour pénaliser le transport routier en espérant que ça soit une incitation pour faire du transport, par exemple, par le rail. Révolte des bonnets rouges, donc en gros, les petits patrons transporteurs bretons qui font semblant de défendre la Bretagne, et on démonte les portiques. Et donc, l'outil d'incitation fiscale que les économistes avaient concocté pour avoir une politique d'État qui aboutirait à bouger un peu le curseur du fret, de la route vers le rail, s'écroule. Gilets jaunes, on a bien vu quand même, c'est beaucoup les grandes banlieues, le monde rural, c'est-à-dire des gens qui, pour l'essentiel, étaient pas riches, pas les plus pauvres non plus, parce qu'il faut avoir une voiture. Ils ont un budget familial. On leur dit vous allez augmenter de temps le budget essence, et donc ça veut dire que vous allez diminuer de temps. Et ils se révoltent. Bon, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ils révoltent. Et puis, bon, le gouvernement recule et supprime la taxe. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la remarque de Jean-Charles Hourcade. Quand vous êtes dans un système économique et de vie quotidienne où 80% de l'énergie, c'est du fossile, où les alternatives, par exemple, au transport routier du fret ou des gens, n'est pas là, ce que ça signifie, c'est que si vous utilisez des outils économiques de type fiscalité, taxation,
pour à la fois décourager l'usage du pétrole et à l'inverse encourager une énergie, une technologie de transport alternative, il faut absolument que les populations les perçoivent, ces politiques, comme justes. Mais ce n'est pas Sylvestre Huet qui écrit ça. Les gens du GIEC l'écrivent depuis 30 ans. C'est marqué. Jean-Charles Orcade, il a écrit depuis 30 ans, si votre truc de tous les outils que vous utilisez pour inciter les entreprises ou les populations surtout à changer de comportement vis-à-vis de l'énergie sont perçus comme c'est les pauvres qui en prennent plein la gueule pendant que les riches peuvent toujours se débrouiller avec ça parce qu'ils ont plein de pognon, eh bien, les gens vont se révolter. Donc, en fait, si on a eu les gilets jaunes et les bonnets rouges et tout ce que vous voudrez, d'une certaine manière, c'est parce qu'on a des gouvernants qui n'avaient pas lu les rapports du GIEC ou pas pris au sérieux ces avertissements. Mais ce qui est très clair, c'est que dès lors qu'on est dans des transformations, pour qu'elles soient volontaires, il faut qu'il y ait une visée où les gens, la population, puissent le percevoir comme à la fin, in fine, un progrès dans la manière de vivre. Et surtout, il faut que ça soit de fait, et pas seulement perçu, des politiques justes. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je vous ai montré l'énorme écart qu'il y a entre les émissions d'un Français pauvre et un Français riche. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les émissions du Français riche fassent ça et que celles du pauvre fassent ça, dans un premier temps. Et le pauvre, si on lui dit de faire ça et qu'il ne voit pas qu'il se passe ça, là, il va dire non, ce n'est pas juste, je n'accepte pas. Donc, c'est là qu'on trouve, et je termine avec un seul autre exemple, on ne peut pas dire aux gens, on va supprimer vos emplois parce que c'est des emplois qui sont extrêmement liés aux énergies fossiles. Du genre, vous fabriquez des avions Airbus, la plus grosse usine de France. Si on ne leur dit pas préalablement, voilà ce que vous allez faire d'autre. Si on leur dit, comme ce n'est pas bon pour le futur, la planète, le climat, tout ça, on vous envoie à Pôle emploi, ils vont dire non. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas de manifester en criant « sauvons le climat et la planète ». Il faut avoir des programmes économiques qui marchent sur deux jambes, la société, le social de l'un côté et la technologie de l'autre, pour transformer la société. Là, sur votre dernier diapo, là, vous parlez de changer le système. Donc, vous parlez de système politique. Est-ce que vous faites référence économique essentiellement. Un peu à la discussion des fois qu'on entend peut y avoir que la démocratie n'est pas capable d'imposer des changements et donc peut-être en utilisant la dictature, etc. Parce que j'avais lu aussi qu'en Chine, par exemple, ils avaient changé un petit peu et que la Chine, on peut dire que c'est un régime politique autoritaire et qu'il y a des villes, par exemple, ils sont passés au tout électrique, enfin, ils vont très très vite, quoi. Oui, c'est vrai. Ils ont une force de décision qui ne s'appuie pas sur la démocratie et donc ils imposent des décisions. Est-ce que vous pensez que c'est... Oui, mais est-ce que les Chinois sont vraiment mécontents d'avoir des métros et des voitures électriques? Non. Donc, il n'y a pas besoin d'être un dictateur pour proposer une voiture électrique qui fait moins de bruit et moins de pollution atmosphérique à des gens, et les gens sont très contents. Donc, l'argument de la dictature, ça peut être plus efficace que le système démocratique, il n'est valable que si on s'aperçoit que des mesures impopulaires sont prises. Mais quand les Chinois décident, quand le gouvernement chinois décide d'appuyer sur le champignon à mort sur l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de Chinois qui trouvent ça emmerdant pour eux? Non. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment un argument. Et puis, évidemment, il y a tellement de dictatures qui font des politiques absolument catastrophiques en termes climatiques que ce n'est pas vraiment ce qui est observé. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans un système qui se veut démocratique, s'il y a un courant d'opinion qui est créé et entretenu autour de on ne va quand même pas faire des efforts pour le changement climatique alors que d'autres ne font pas, etc., évidemment, vous n'aurez pas une bonne politique. Ça, c'est clair.
Donc le changement de système dont cette banderole parle, c'est plutôt un changement de comment les décisions économiques essentielles sont prises, à qui le crédit est attribué, comment les marchés publics sont rédigés et c'est quoi les critères principaux. Et plus généralement, quand une direction d'entreprise prend des décisions en termes de production, eh bien, est-ce que les décisions ont comme critère numéro 1 combien d'argent ça va rapporter à la fin de l'année pour les actionnaires de l'entreprise, ou est-ce que le critère numéro 1, c'est l'utilité sociale et environnementale de l'objet produit? Et on voit bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Total et de Pouyanné, mais si Pouyanné se mettait à avoir une politique pour Total de restriction rapide de la production et donc de diminution des dividendes servis aux actionnaires, à la prochaine AG, il est viré. Et on en met un autre qui fera mieux le boulot. Donc c'est un problème de système, ce n'est pas un problème de personne. Ok, on va prendre une question. Attends, juste par rapport aux questions qui ont été posées, je vais être très rapide. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Dans un système comme le système chinois où les gens pensent qu'ils sont là pour longtemps, ils ont effectivement des politiques à très long terme. Donc ils ont fait main basse sur les matériaux pour l'éolien, pour le solaire. Ils savent faire fonctionner des centrales nucléaires. Donc on pourrait se dire, bah, voilà, c'est peut-être le système qui est le mieux adapté au changement climatique rapide. Ça pose plein de problèmes, votre question, mais moi je suis content d'être en démocratie. Je pense que dans une démocratie, l'important c'est d'armer les gens pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Et ensuite, voilà, il y aura un effort citoyen sur les politiques elles-mêmes pour que les politiques changent. Voilà, donc j'arrive pas au même constat qui serait de dire, bah, finalement c'est ce type de pouvoir qui nous convient parce qu'il est plus approprié à la fulgurance du changement climatique. Ce qui est approprié à la fulgurance du changement climatique avec les gros cerveaux qu'on a, les démocratiques qu'on a, c'est de comprendre et de changer la trajectoire. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils ont compris, ils n'ont pas envie que leurs enfants ils vivent dans un monde insupportable. Donc moi, je fais ce choix-là de l'intelligence collective et pas de la dictature. Merci. Du coup, il y a quelqu'un en ligne qui va prendre la parole. Normalement, son micro devrait s'activer. François, est-ce que tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui. Ok, bonjour. Alors, merci, c'était très clair, hein, comme d'habitude, vos exposés. Moi, ma conviction, finalement, c'est que, effectivement, il y a incompatibilité du système économique avec une diminution des émissions et conserver un climat raisonnable. Donc, je suis persuadé que, finalement, le climat et ses impacts vont faire effondrer le système économique et que ce changement, il va se faire dans la douleur, vraisemblablement de façon chaotique, avec de grandes difficultés pour une partie de l'humanité. Donc voilà, c'est ma conviction, mais je voulais avoir votre opinion là-dessus. Sur le climat qui cause l'effondrement du système. Okay. Exactement. Donc on va passer à la prochaine question. Oui, moi je regarde ce qu'il y a sur la dernière diapositive. Changeons le système, pas le climat. Bon, il me semble qu'on voudrait qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut pour que le climat ne dérive pas autant qu'il est parti pour dériver, tel qu'on se comporte malgré tous les avertissements scientifiques et tous les faits établis. Pour cela, je dirais plutôt qu'il faut freiner les choses pour le climat. Et pour ça, faut-il changer le système? Oui, je dirais, moi, ça ne me fait pas peur. En bon français, ça fait fort longtemps que je ne suis pas pour notre système économique. Mais par contre, les gens ont quand même de la mémoire et ce n'est pas si simple de rester dans une vue binaire. Et il me paraît là qu'effectivement, il faut changer, en tout cas dans le système et son fonctionnement, au minimum. Bon, et pour ça, peut-être regarder ce qui s'est passé dans les dernières 40 années, qui ont changé un certain nombre de facteurs. Je suis frappé, par exemple, je vois dans un texte qui se voulait tout à fait rationaliste et tout à fait partisan de s'occuper du climat et tout à fait partisan de pouvoir faire en sorte que la justice sociale, etc., eh bien, se trouvait complètement bloqué dans ses réflexions avec l'idée, ben oui,
faut faire du profit pour que les choses avancent, et sinon, ça ne va pas. Bon, ben, je crois tout de même que si on se donnait le mal de décortiquer comment ça fonctionne, on pourrait trouver dans la manière dont fonctionne le système capitaliste, pour le nommer comme il est, ben, il ne fonctionne pas toujours de la même façon, selon les rapports de force. Et que si on analysait quels sont les éléments qui sont les plus contradictoires avec les investissements qu'il faut faire pour le climat, les priorités qu'il faut donner à ce qu'on souhaiterait pour l'essentiel, eh bien, il me semble que dans son fonctionnement, on pourrait pointer, on voit bien les contorsions que fait l'Union européenne pour expliquer qu'elle prend des mesures, mais qu'elle va respecter la fameuse conférence concurrence libre et non faussée, etc., etc. Faire des profits, oui, mais laisser faire des profits et ces conditions, oui, mais faut-il la circulation libre des capitaux, etc., etc., faut-il effectivement qu'il soit nécessaire, non pas de faire des profits, mais d'en faire plus là que là? Eh bien, il me semble qu'il y a une marge de manœuvre pour changer les règles sans pour autant espérer un changement global de l'ensemble du système économique. Redonner du pouvoir. Comment se fait-il qu'après la guerre, les États-Unis avaient 90% de taxes, des impôts pour les gens les plus riches, et que ça passait, et qu'aujourd'hui ça pousse des hurlements, et il faut, pour être compétitif avec les autres, il faut faire du moins 10 ans sur les impôts, il faut ceci. Ce sont ces choses-là qu'il faut changer aux priorités. Et on voit bien qu'on fait des contorsions sans le dire pour quand même les changer, parce que quand on dit les pays riches doivent faire, eh bien oui, les pays riches doivent faire, mais ça n'est pas conforme au néolibéralisme dans lequel on vit actuellement. Et ça, il faut le changer. C'est un fait. Moi, je veux bien répondre. Je pense qu'il y a une décorrélation un peu, donc je vais être assez clair. Comme scientifique, voilà ce que je pense. Quand il y a eu le trou d'ozone, les scientifiques ont compris à quoi était lié le trou d'ozone. Il était lié à des CFC, des atomes extrêmement stables qui, une fois qu'ils arrivaient dans la stratosphère, étaient détruits par les rayonnements solaires et attaquaient l'ozone. Ok, d'accord. Donc, quand il y a eu le problème du trou d'ozone, les scientifiques ont compris qui a été le coupable. Les gouvernements et les industriels se sont réunis et ils ont trouvé une solution. Ce qui prouve que l'intelligence du système, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, où il y avait une solution facile à mettre en œuvre et rapide, ça a été fait et aujourd'hui, le trou d'ozone est en train de diminuer largement. Pourquoi ce n'est pas la même chose pour le réchauffement climatique? Parce que cette fois-ci, le coupable, c'est les gaz à effet de serre qui sont produits par la combustion fossile, c'est le nerf de la guerre. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est comprendre et faire, une expression un peu maladroite, mais faire feu de tout bois pour s'en sortir, comme disait Sylvestre, avec la dignité que la majorité, la très grande majorité des gens vivent dignement. C'est un problème extrêmement considérable. Ça c'est ma vision de scientifique. Après, ma vision, cette fois-ci, j'insiste bien, de citoyen, c'est que si le critère principal de l'économie dans laquelle on est, c'est faire du profit immédiat et le plus possible, eh bien oui, c'est orthogonal avec la situation qu'on est en train de vivre. Donc, il va falloir, je ne sais pas s'il va falloir changer le système, il va falloir que les critères qu'on mette en avant, comme Sylvestre l'a indiqué, ça ne peut pas être que des critères de profit immédiat, ça c'est sûr. Juste une réaction à propos de Mme Langevin qui sont marquées au coin du bon sens. Bien sûr, il y a le débat, est-ce qu'il faut changer le système ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on fait table rase du passé, etc. Ok, bon, ça rappelle des souvenirs. Bien évidemment, la situation notamment politique, on n'a qu'à regarder les dernières élections dans pas mal d'endroits dans le monde ou en Europe, c'est pas tellement le courant dominant, hein, l'idée qu'on va foutre à bas le capitalisme. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, les économistes qui se demandent
comment agir au plus efficace possible sans changer l'essentiel des règles du jeu, aboutissent, par exemple, c'est un travail de Jean-Charles Fourcade avec d'autres économistes, se disent, OK, l'argent privé, il y en a énormément. Il y a des milliers de milliards de dollars et d'euros qui proviennent des 10% les plus riches de nos sociétés riches, qui ne savent pas quoi faire de leur pognon, parce qu'ils en ont trop pour leurs dépenses quotidiennes, hein, beaucoup, beaucoup trop. Et donc, ce pognon se balade de place financière en place financière à l'échelle mondiale, à la recherche du placement qui sera 0,1% de plus que le placement d'avant. Et puis, de temps en temps, il y a un krach boursier, tout s'écroule, et donc il y a quelques rentiers qui pleurent, etc., etc. Et donc, lui, il dit, il faut qu'on mobilise cet argent-là, parce qu'on n'en a pas d'autre, en l'orientant vers des investissements favorables à l'action contre le changement climatique. Mais la seule solution qu'il a trouvée pour ça, c'est une garantie d'État. Garantir aux rentiers là, qu'ils ne vont pas perdre d'argent en mettant leur argent sur un investissement, un système productif nouveau, des énergies renouvelables, ce que vous voudrez. Eh bien, il y a quand même un problème. C'est que si on considère que dans les pays riches actuels, les 800 millions là, qui font la moitié des émissions, il faut diminuer les volumes de matière et d'objets. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut diminuer les volumes en gardant le PIB qui se maintient, voire qui augmente, qui est la base minimale qui permet la garantie d'État? Alors, les économistes, paraît-il, s'engueulent beaucoup là-dessus. Il y en a qui disent, ben, du coup, il n'y a plus qu'à enlever le PIB, on ne s'en occupe plus. Du coup, vous avez eu un grand débat d'économistes qui est monté à la une de Nature il y a un an et demi, sur le thème ne nous occupons plus du PIB. Virons ça des documents, des traités internationaux. Donc, c'est des sujets très sérieux. Est-ce qu'on peut, à l'intérieur du système capitaliste, quand même commencer au moins le virage de bord sans toucher les règles du jeu? Quand on a fait la reconstruction après-guerre ou l'économie de guerre même pour battre les nazis, on a un peu touché les règles du jeu. Hein, quand Roosevelt a dit aux riches américains, bon, vous passez à la caisse, c'était la guerre, alors donc, ils sont passés à la caisse, ils n'ont rien osé dire. Et puis après, quand la guerre a été finie, les industriels américains se sont réunis et se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que les commandes militaires de l'État, tout ça, terminé. Qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à avoir la croissance de dingue qu'on a eue pendant la guerre? Ils ont trouvé une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est on va faire perdre à tous les Américains leurs habitudes de repriser leurs jeans, etc., et de faire des économies, etc. On va les convaincre qu'il faut qu'ils dépensent tout leur pognon, mais même celui qu'ils n'ont pas encore gagné, et donc on va les abreuver de publicité. D'ailleurs, ils se sont mis tous d'accord ensemble pour que la première publicité générique, ça soit « Soyez patriotes, consommez ». N'importe quoi, mais consommez. Alors évidemment, en 1945, les Américains n'avaient pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais voilà, c'est les questions. Qu'est-ce qu'on doit à minima changer dans le système économique, dans les prises de décision, dans l'attribution du crédit, dans la gestion par l'État du crédit ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie? Quelles relations internationales on a, notamment avec les pays les plus pauvres? On voit bien qu'il y a des marges de manœuvre. Ce n'est pas tout à fait la même chose, de ce point de vue, d'avoir Le Pen au pouvoir ou un centriste. OK. La question que pose la banderole, c'est, même si on fait tout ça bien, est-ce que ça va suffire? Moi, j'ai peur que non. Mais ce n'est pas pour ça que je dis qu'il ne faut pas essayer quand même ça. Hein, et on ne va pas dire, comme on ne peut pas changer tout le système, on ne fait rien. Non. D'ailleurs, la meilleure manière de préparer un éventuel changement de système, c'est de faire ça. Mais en tout cas, vous voyez bien que les climatologues, là, ils ont foutu un sacré bordel. Hein, parce qu'ils ont mis sur la table un problème qui oblige, si on veut l'étudier sérieusement, à se poser des questions sur le fonctionnement de nos sociétés dans
ces tréfonds les plus fondamentaux, et notamment sur la question des inégalités de revenus et de patrimoine. Moi, je suis extrêmement... bon, je vous invite à lire ça dans mon bouquin, mais alors que dans le monde académique, universitaire, en économie, il y a une domination écrasante de gens qui pensent qu'il n'y a qu'un seul système possible, en gros, c'est le système capitaliste, on peut simplement faire des variations à l'intérieur de ce système, et qu'ils n'ont pas le droit de faire des préconisations, ils ont quand même écrit dans le dernier rapport que ça serait bien de faire une taxation sur la richesse absolue. Je viens de citer le rapport du GIEC. Ce n'est pas dans le résumé pour décideurs, hein. C'est dans le rapport complet. Mais une taxation sur la richesse absolue dans le cadre où ils l'écrivent, ça veut dire qu'il faut que la taxe soit plus importante que le revenu annuel des personnes taxées, parce que l'objectif, c'est la diminution des inégalités. Et comme on ne va pas diminuer les inégalités en faisant que tous les pauvres deviennent milliardaires, la seule solution, c'est que les milliardaires, ils descendent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, c'est un résultat de l'économie, de la psychologie sociale, de la sociologie. Si on ne fait pas ça, la sobriété, ça va être extrêmement difficile. Or, sans la sobriété, c'est quasiment impossible d'obtenir les objectifs climatiques. Là, on peut tirer le fil et se demander, OK, quelle société? Et pareil, le rapport du GIEC, en gros, explique que la publicité, ça fout tout en l'air. Parce que ça fait que... excusez-moi, pardon, excusez-moi. On avait dit qu'on essayait de faire des choses assez brèves. Ouais, parce que, bon, c'est pas... Je vous dis juste un truc. Imaginez un capitalisme où il y a plus de très riches et plus de publicité. Il n'y a pas de souci pour moi, mais imaginez. C'est pas que j'étais impatient de poser ma question, mais je vais essayer d'être un peu plus concis en tout cas. Mais merci. Hein. Juste, je me demandais, pour revenir à la question du fait que les hommes politiques ne sont probablement pas stupides et qu'ils ont déjà calculé le fait qu'ils allaient sur une certaine trajectoire en fonction de leur politique. Est-ce que vous parliez justement de ce qu'ont fait les Américains au sortir de la guerre, entre autres choses qu'ils ont fait le plan Marshall. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un raisonnement de ce genre, du style on transige sur un scénario pour aller peut-être pas vers 1,5, mais 2, voire 3, j'en sais rien, enfin, je pose des hypothèses. Mais par contre, on investit ce qu'il faut pour l'adaptation, en particulier des pays les plus pauvres, parce qu'à un moment donné, on a quand même l'impression que le coût de se protéger des plus pauvres, en fait, de leur migration inévitable, voilà, en gros, c'est l'Inde qui construit un mur entre elle et le Bangladesh. À un moment donné, même les plus riches vont avoir des problèmes à assurer la sécurité de leurs biens. Enfin, je ne sais pas, vous êtes peut-être en contact avec des hommes politiques, est-ce qu'ils ont ce genre de raisonnement en se disant, à un moment donné, je vais tellement investir dans les murs et dans les armes que ça va me coûter plus cher que d'essayer de foutre les Vietnamiens assez haut pour pas qu'ils soient recouverts d'eau? Il y a une hypothèse possible pour répondre à votre question, c'est qu'on a des responsables politiques qui ne voient pas plus loin que leur carrière. Et comme en général, ils arrivent au pouvoir assez âgés, Macron étant une exception, mais Macron sait que quand il arrive au pouvoir, au grand maximum, il peut faire 2 mandats. Or, quand en 1990, le GIEC fait son rapport, il y a pas mal de responsables politiques qui réagissent en se disant « Bon, ça veut dire qu'on a le temps, c'est un problème pour 2050, je serai mort. » Je peux même vous dire qu'à l'époque, ça devait être en 91-12, je suis jeune journaliste à l'époque, il y a Michel Rocard, Premier ministre, donc ça doit correspondre à peu près à l'époque, à ce moment-là, peut-être 92. Premier ministre, on a un truc un peu informel avec lui, et il nous dit, les mains dans les poches, oui, si je comprends bien, on a 30 ans pour se retourner. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il n'avait pas compris que l'inertie du système climatique, donc ça c'est de la physique, fait que non, il n'y avait pas 30 ans pour se retourner parce que on ne peut pas agir dans 30 ans et puis avoir un résultat dans 30 ans. Si on agit dans 30 ans, le résultat, c'est dans 60 ans. Puis il y a une deuxième chose, là, c'est un peu plus étonnant pour l'homme politique qu'il était, c'est qu'il sous-estimait complètement l'inertie des systèmes techniques. Quand on construit un barrage, un aéroport, tout ce que vous voudrez, une centrale électrique, ce n'est pas pour 5 ans, c'est pour 30, 40 ans, minimum. Et donc, pour avoir une économie qui se décarbone en 2030, il faut agir entre 90 et 2000. Mais quand même, c'est très révélateur. Je pense que l'une des pistes explicatives
de ce qu'ont fait les responsables politiques, que je n'ai pas listé, c'est probablement qu'ils ont une vision de leur action qui est extrêmement court-termiste. Et d'une certaine manière, ce n'est pas des hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent au devenir à moyen et long terme des sociétés qu'ils dirigent. Je voudrais dire un mot là, par rapport à votre question. Ouais, je voudrais dire un mot par rapport à votre question sur un angle un petit peu différent. Sylvestre, il a montré qu'effectivement, la grande pauvreté avait disparu, que c'est essentiellement un résultat de l'Asie de l'Est et donc de la Chine, qui a, comme je l'ai dit, qui a un comportement économique de long terme, pour des raisons structurelles, hein, comme on a bien compris, et aussi qui a une politique démographique de l'enfant unique. Et ça, c'est quand même assez important. Très bien, la Chine se développe, elle se développe sur quoi? Essentiellement quand même sur le fossile. Et donc finalement, résultat des courses, ils arrivent, les Chinois, de 2 tonnes à 8 tonnes, essentiellement sur le fossile. Et donc, le défi maintenant qu'on a, c'est que l'Afrique va faire 1 milliard d'hommes, 400 millions au Nigeria, à la fin du siècle. Comment l'Afrique va se développer? Est-ce qu'elle va se développer sur le fossile ou est-ce que, comme Sylvestre le disait, il va y avoir un transfert gratuit de technologie pour aller sur des renouvelables? Il se trouve qu'en Afrique, il y a du vent, il y a du soleil, il y a des possibilités. Est-ce que ça, c'est juste envisageable dans un système où finalement, ce qui importe, c'est le profit immédiat? Ah non. Non. Il va falloir que les citoyens imposent d'autres critères pour que l'Afrique se développe sans pomper sur le fossile. Et voilà, et c'est ça à quoi il faut réfléchir au-delà des petits aspects politiques, politiciens. C'est vraiment ça la question. La question, c'est est-ce qu'on va permettre à ces centaines de millions d'Africains de vivre dignement en utilisant d'autres moyens que nous-mêmes avons utilisés en 1850-1900, en étant complètement inconscients à cette époque de l'impact écologique et environnemental que ça avait. Et ça dépasse un peu les questions que vous posez au sens de l'intelligence des responsables politiques. Personnellement, cette question intéresse moi, mais juste pour vous signaler que quand l'Assemblée nationale s'installe, le GIEC installe un barnum en face de l'Assemblée nationale. Il suffisait de traverser la rue pour se renseigner. Sur les 500 élus, combien, à votre avis, ont traversé la rue? 10%. Et ces 10%, ils étaient quasiment acquis parce que c'était des gens de gauche. Et malheureusement, les gens qui sont aux affaires ne sont pas de gauche, donc ce n'est pas eux qu'il s'agissait de convaincre. Bon, ça fait réfléchir, tout ça. D'accord avec vous, mais pour le plan Marshall, c'est justement quelque chose qui, c'était un peu plus long terme, et ils n'ont pas eu de bénéfice derrière. Oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, je rejoins Gilles sur la question de qu'est-ce qu'on peut proposer comme énergie bas carbone aux pays en voie de développement, notamment l'Afrique subsaharienne, où persiste visiblement l'extrême pauvreté. Oui. Non, je disais que je rejoignais Gilles sur la question de comment permettre aux pays encore qui ont une forte population dans un état d'extrême pauvreté, comment les aider ou comment eux peuvent se développer économiquement en comptant sur quelle énergie bas carbone. Ça, Gilles a posé la question, mais je vous la repose si vous avez une réponse. Et moi, j'avais une question aussi sur les aérosols. Parce que j'avais cru comprendre que les aérosols avaient plutôt un effet positif, enfin positif dans le sens refroidi le réchauffement. Et donc peut-être Gilles, si tu as des éléments sur les aérosols, leurs effets, d'où ils viennent, et bon, c'est pas très clair. Bon, alors, en effet, le système, et j'essaie de le montrer avec une diapo du GIEC, le système, il est compliqué. D'abord, il est compliqué parce que structurellement, il est compliqué, la physique est compliquée. Par exemple, moi, je n'ai pas parlé de ça, mais même aujourd'hui, le fait qu'on a des modèles de plus en plus complexes qui intègrent de plus en plus de processus, est-ce que ça réduit les incertitudes? Ben non, pas forcément. Pas forcément du tout. Et en particulier, il y a des incertitudes qui sont liées à des processus physiques, par exemple les nuages ou les aérosols, qui ne sont pas complètement résolus. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir de la recherche, à former des chercheurs, des gens qui ont un statut permanent, en tout cas qui ont un statut qui leur permet de réfléchir pendant suffisamment longtemps et pas dans la précarité totale comme le système est en train de partir. Pour répondre à la question sur les aérosols proprement dit, il y a plein de types d'aérosols, mais globalement, l'effet des aérosols est un effet réfléchissant, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à réfléchir à la lumière et donc ils ont tendance à refroidir. Alors ça peut poser des problèmes en fait, parce qu'au-dessus des grandes villes où il y a beaucoup d'émissions d'aérosols,
Si vous rendez les villes propres, vous allez les rendre plus chaudes, puisque un effet des aérosols, c'est de refroidir. Vous voyez, donc tous les problèmes sont toujours relativement complexes. Il n'y a pas vraiment de baguette magique. On a besoin de chercheurs, on a besoin de citoyens informés, on a besoin de politiques à la hauteur des enjeux. On a besoin de tout ça. Et donc, les aérosols, oui, c'est une vraie question. En ayant les villes plus propres, il faut s'attendre à ce qu'on ait un processus qui est plutôt refroidissant qui va disparaître, et donc une augmentation des températures. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on sait que, voilà, que, effectivement, par rapport à ça, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que le climat dans la vie. Hein. Il y a des milliers de gens dans des milliers de grandes villes, en particulier en Inde, qui meurent juste à cause de la pollution. Donc voilà, il faut avoir en vue la globalité des problèmes. On meurt moins du climat que de la pollution à New Delhi. Hein. Juste un petit mot sur la question sur l'énergie en Afrique. L'une des raisons pour lesquelles il aurait fallu décarboner beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans les pays riches et industrialisés qu'on avait les moyens techniques, financiers, organisationnels, c'est que y a plein de situations où la seule manière d'améliorer la vie des gens, c'est de les fournir en énergie fossile. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, en Afrique, la plupart des gens, ils font cuire leur nourriture avec des feux de bois, charbon, bouse séchée. Du coup, ça fait énormément de particules fines et pas très fines. Et les gens qui cuisinent, c'est-à-dire la plupart du temps les femmes, s'en prennent plein les poumons. Et puis les bébés qui sont à côté des femmes, pareil. Si vous regardez à l'échelle mondiale, qu'est-ce qui est techniquement possible dans ce niveau de pauvreté pour très rapidement éliminer cette pollution qui tue massivement, l'expérience des 10 dernières années prouve que 70% des gens qui sont passés de ça à un truc moins sale, ils ont utilisé le gaz de pétrole liquéfié. Donc du gaz et des petites cuisinières à gaz qu'on leur a donné, subventionné, etc. Et si je dis ça à un écolo, il va me dire « Ah, tout de suite, non, pas le gaz, pas le gaz. » Si vous fournissez à toutes les Africaines, parce que c'est les femmes qui font à bouffer souvent, une petite cuisinière à gaz alimentée avec des bonbonnes de GPL, pour faire ça, il faut 0,3% de la production mondiale de pétrole. Donc c'est que dalle en fait, en termes d'émissions. C'est 0,3% des émissions du pétrole. Donc en réalité, pour solutionner ce problème sanitaire, la solution la plus efficace, la plus rapide aujourd'hui, c'est une solution fossile. Et il se trouve que c'est possible à faire parce que ce n'est pas significatif en termes d'émissions, parce que 0,3, on peut le gagner ailleurs assez facilement. Donc, il faut se dire que, par exemple, en Afrique, pour l'alimentation d'électricité, de villes, etc., peut-être que dans l'immédiat, la solution la moins pire, c'est une centrale à gaz. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur fournir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, et là où c'est possible du nucléaire. Hein, je vous rappelle que les Égyptiens ont commencé la construction d'une centrale nucléaire au bord de la Méditerranée, c'est les Russes qui leur font, ou que les Émirats arabes unis ont décarboné 25% de leur électricité en 10 ans en construisant une centrale de 4 réacteurs nucléaires. Donc il y a quand même des endroits où on peut faire aussi du nucléaire, même s'il faut faire très, 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 très attention. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas le zéro fossile tout de suite qui est une bonne idée. Non. En revanche, c'est les politiques qui permettront de limiter au maximum. Et comme ça avait été marqué par le GIEC en 90 et dans la Convention climat de 92, pour compenser là où on aura besoin encore d'utiliser du fossile pendant 20, 30, 40, 50 ans, partout où c'est techniquement possible, notamment dans les pays riches, il faut décarboner, mais il faut décarboner à 90-95%. Et ça, il y a plein de systèmes électriques dans les pays développés où c'est possible, si on veut le faire sérieusement, et où ça change totalement la donne, et où ça permet de se donner la marge dans les pays les plus pauvres, où la seule solution qu'on a techniquement là, elle passe par un fossile qu'on essaye de faire le moins dégueulasse possible.
Oui, c'est bon, j'y vais. Ma question va s'adresser à Gilles. En fait, vous avez assez peu évoqué en général tous les deux l'extraction, en fait, ces essais d'extraction du CO2 de l'atmosphère. Et Gilles, je viens de relire ton livre sur l'histoire du climat dans lequel tu insistes énormément sur le fait que pour extraire le principal puits de CO2, c'est l'altération des silicates et quand il y a du basalte, encore plus puissamment l'altération du basalte par les pluies acides. Nous avons des collègues en fait à Édimbourg, on était à Édimbourg là, récemment, le mois de juillet, qui travaillent sur l'épandage de basalte, de poudre de basalte dans les champs cultivés pour essayer de reproduire cet effet-là. Et il nous disait qu'en fait, si on reprendait sur tous les champs cultivés sur la planète, qui correspondent à peu près à un tiers des surfaces, un certain nombre de tonnes de basalte, je ne me souviens plus du chiffre exact sur ces hectares-là, que ça permettrait d'extraire une partie non négligeable du CO2 qu'on a émis. Je voudrais avoir ton avis sur ce genre de choses. Je ne suis pas forcément hyper compétent pour les gens qui n'ont pas lu mon livre. En fait, naturellement, qu'est-ce qui émet du CO2 à l'échelle géologique? C'est les volcans. Et qu'est-ce qui permet d'extraire de l'atmosphère du CO2? C'est l'érosion silicate. Ça, c'est des processus de très long terme. Là, on est dans la fulgurance. On met énormément de CO2 dans l'atmosphère. La question, c'est comment on peut le retirer? Et si on savait le faire, ben, pas de problème. Mais justement, on ne sait pas le faire. On ne sait pas extraire du CO2 de l'atmosphère dans des conditions quantitatives, comme dirait Sylvestre, suffisantes pour que ce soit important. On peut le faire, mais ça reste relativement marginal. Donc là, la proposition que tu poses, elle pose la question, alors je suis incapable de répondre, je t'explique pourquoi. Elle pose la question de la géo-ingénierie. C'est-à-dire que les ingénieurs, c'est normal, les ingénieurs, ils ont une idée. Il faut baisser la température du sol. Donc, on va écranter la lumière du soleil. On va mettre des avions pour envoyer des poussières dans la stratosphère, où elle ne sera pas rincée par l'eau, pour écranter la lumière du soleil. Alors, si tu es guidé par ce seul paramètre du CO2 et du coup d'écranter la lumière, ça peut être une bonne solution. Heureusement, il y a des chercheurs pluridisciplinaires et ils ont regardé ce que ça faisait. Quand on fait ça, qu'on met de la poussière dans la stratosphère, elle tombe et ça fait des noyaux de nucléation pour les nuages et là, on ne sait plus où on va. Voilà. Après, il y a eu les gens qui ont dit, bah ouais, ce qu'il faut, c'est faire fonctionner les océans à plein, pour que les océans pompent le CO2. Et donc, il faut ensemencer massivement en fer toutes les zones océaniques où on est limité par le fer. Heureusement, les chercheurs qui sont pluridisciplinaires, ils ont montré que si on faisait ça, on avait un impact sur la biologie qui peut être catastrophique. Alors, maintenant, tu me poses la question de l'épandage mondial de basalte. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je sais une chose, c'est des chercheurs pluridisciplinaires pour que toutes les idées farfelues et parfois géniales, peut-être, soient testées dans toutes leurs composantes pour qu'on ne fasse pas de bêtises. Et de façon plus générale, je vous dirais une autre chose. Les gens du GIEC, ils arrivent avec leur analyse de physiciens et de chimistes. Les gens de biologistes qui se sont structurés, je ne sais jamais me rappeler l'équivalent du GIEC, comment ça s'appelle, le PBS. Voilà. Ils se sont structurés et eux aussi, ils analysent les choses dans leur globalité biologique. Eh bien, il y a eu un volume complet pour essayer de voir quelle était la convergence entre les physiciens et les biologistes, parce que les physiciens peuvent avoir des réponses qui sont biologiquement nulles, et inversement. Donc on est dans un système complexe où cette complexité-là, il faut qu'elle soit prise en compte et il ne faut pas se laisser impressionner par des discours complètement simplistes qui confident de la globalité du système, voilà, au profit d'un seul paramètre. Ça peut être catastrophique. Donc, pour répondre en 2 mots à ta question, premièrement, je suis incompétent. Deuxièmement, ça paraît intéressant. Troisièmement, il faut regarder l'effet que ça produirait de balancer du basalte sur la plupart des surfaces continentales. Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, pas d'idée lumineuse qui va nous faire sortir de là. Et en fait, pour aller un tout petit peu plus loin, comme citoyen, je vais vous dire ce que je pense que c'est une chance. Parce qu'accompagné de cet énorme changement climatique qu'on produit, il y a un effondrement de la biodiversité, il faut qu'on se pose des questions et qu'on change notre trajectoire pour rester dans un monde, voilà, viable pour nos enfants et que c'est une chance. Et que c'est cette chance-là qu'il faut prendre en main. On est la première espèce à être capable de comprendre et de quantifier ce qu'on fait sur notre environnement. Et il faut saisir cette chance vraiment pour changer la donne. Et il faut la saisir parce que l'impact est tellement violent, tellement fulgurant,
qu'il est en train de produire, à côté de tout ce qu'on vient de dire, un effondrement biologique sur lequel moi, je ne suis pas compétent, donc je fais confiance à mes collègues biologistes, ils me disent quand même que là aussi, on va droit dans le mur. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir changer cette trajectoire. Alors, on s'approche très rapidement des 18 h, donc on va peut-être prendre une dernière question. On a parlé de plan Marshall, mais à chaque fois qu'il y a une COP, on met des milliards, on promet des milliards pour aider. Et j'aurais voulu, on parle toujours d'argent, mais on ne parle jamais de réalisation concrète. À quoi vont servir concrètement ces milliards qu'on promet? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été engagés? Alors, si vous lisez mon bouquin, vous verrez que dans le dernier rapport du GIEC, les économistes font le compte du nombre de milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis grâce à telle et telle et telle et telle politique dans tel et tel et tel et tel domaine. Donc, on fait les comptes. C'est des comptes qui sont discutables, évidemment, mais oui, il y a eu des décisions politiques quand même prises ces 30 dernières années qui ont eu des impacts sur des choix industriels, de transport, etc. Évidemment, le premier constat qu'on fait quand on additionne, c'est que ce n'était pas assez. Bon. Les milliards qui sont en discussion, et je vais terminer avec ça, qui sont en discussion dans les COP, ce n'est pas que pour ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire émettre moins. Il y a d'autres milliards qui commencent à faire l'objet de discussions beaucoup plus violentes. Vous avez vu qu'à l'avant-dernière COP, il y a eu la décision de principe de créer un fonds pertes et dommages, dont l'objet, c'est de faire un transfert d'argent des pays riches vers les pays les plus vulnérables pour réparer des dégâts, dus notamment à des événements extrêmes dont Gilles vous avait dit que maintenant, les spécialistes, notamment en France, Robert Bottard, sont de plus en plus capables de dire tel mousson, si on n'avait pas fait le changement climatique, elle n'aurait pas atteint tel niveau de dégâts. Je vous donne un truc quantifié. Gilles a parlé des pluies cévenoles. Bon, j'habite dans les Cévennes. Si on compare la situation actuelle aux pluies cévenoles d'il y a 75 ans, la probabilité pour qu'un épisode cévenol dépasse les 300 mm en 24 heures a été multipliée par 3. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut quantifier le dégât provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, parfois de manière assez précise. À la COP de Sharm el-Sheikh, le Premier ministre pakistanais est venu dire « La dernière mousson, j'ai eu 30 millions de mes habitants qui ont perdu leur logement. » 30 millions. Ça a été la mousson la plus catastrophique jamais enregistrée au Pakistan. Et les scientifiques ont dit la probabilité pour qu'une telle mousson survienne a considérablement augmenté avec le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre. Du coup, le Premier ministre pakistanais a dit bon, puisque c'est de votre faute, payez. Et payez pour que je reconstruise des logements pour les habitants. Il l'a dit gentiment, plus ou moins. Donc maintenant, à la COP, on crée le fonds. La COP d'après, puis maintenant la COP qui est en ce moment, on commence à mettre un peu d'argent là-dedans. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, c'est très loin du niveau des dégâts, mais il ne faudrait quand même pas que dans 10 ans, le Premier ministre pakistanais soit un type qui se soit fait élire avec comme programme, bon maintenant il y en a marre, ils n'ont toujours pas payé les dégâts qu'ils ont fait chez nous, vous allez voter pour moi parce que moi je vais exiger, et n'oubliez pas, on a la bombe. Là, on serait pas bien. Hein. Et donc, c'est ça le sujet. Les milliards des COP, ce n'est pas que les transferts gentillets sur aider à la construction de centrales photovoltaïques au Niger. Hein. Et on voit bien là qu'il faut quand même que les populations des pays anciennement industrialisés qui ont la responsabilité historique de l'affaire, qu'ils commencent seulement à partager maintenant avec les pays émergents, acceptent ça. Et puis entre nous, si vous aidez les gens à bien vivre au Pakistan, ils ne vont pas prendre un avion, marcher, tout ça, jusqu'à la frontière européenne. Donc c'est aussi, pour parler très franchement, c'est aussi notre intérêt. Mais les dimensions de l'affaire sont gigantesques.
Et donc, on comprend que la géopolitique du climat, en fait, va probablement être un des éléments structurants de la géopolitique tout court. Et si on veut éviter que ça devienne de la géopolitique sanglante, on a intérêt à s'en occuper un peu sérieusement.